Que vous allez bien? Est-ce que vous pouvez juste me confirmer dans le chat, dans l'onglet discussion, que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien? On est en direct, je viens de lancer, on va attendre encore quelques petites secondes. Bonjour Stéphanie, bonjour Pierre, bonjour Isabelle. N'hésitez pas à vous présenter aussi, à dire voilà, quel département vous travaillez, pourquoi vous êtes là, etc. Je suis preneur de toutes ces informations. Bonjour Aude, bonjour Marion, merci de nous avoir rejoints. On est déjà près d'une trentaine de participants, donc c'est top. Et du coup, on va parler santé mentale aujourd'hui, parce que ça a été renouvelé comme grande cause nationale. Et donc l'idée, c'est de voir un petit peu pourquoi et comment on peut agir en tant qu'entreprise sur un sujet qui n'est pas toujours évident. Pierre, vous êtes RH d'une start-up à Toulouse. OK. Audrey, infirmière santé au travail, dans le milieu industriel, dans le 89. Donc 89, c'est Lyon, je crois, Audrey. Bonjour de la Réunion. Super. Bonjour Jean-Marie. J'espère que tout va bien là-bas. Béatrice, vous êtes chargée de mission QVCT, référente RTS. OK, top. Aurélie, vous êtes indépendante consulting formation. OK. Isabelle, coordinatrice de formation à Cergy, donc juste à côté de Paris. Top. Marion, en charge de la RSE en industrie alimentaire. Virginie, infirmière d'entreprise. Bon, mais top, super. Écoutez, merci beaucoup. Et puis, bonjour Stéphanie, ouais, responsable QVCT. On se connaît un petit peu, Stéphanie. Aurélie, vous êtes à Clamart. Très bien. Enchanté tout le monde. Donc, peut-être que certains d'entre vous me connaissent déjà. Moi, je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle Goldmap, qui est spécialisée sur les sujets de santé, sécurité et qualité de vie au travail. Et donc, nous, une fois par mois, on anime un webinaire pour voilà, nos clients, nos partenaires, nos prospects, nos interlocuteurs sur des sujets qui sont importants en matière de santé et de qualité de vie au travail. Et donc, au mois de février, hein, c'est toujours le premier jeudi du mois, on a choisi de parler de santé mentale, puisque c'est une thématique qui revient énormément dans nos échanges avec nos clients et nos partenaires. Et comme c'est un sujet qui n'est pas évident, qui est encore un petit peu tabou, on a essayé de défricher un peu ce sujet pour vous donner quelques exemples, quelques éléments aussi pour voilà, voir comment vous pouvez agir en tant qu'entreprise sur ce sujet. Je vais me lancer du coup, et puis les retardataires nous rejoindront progressivement. Donc, très rapidement, un Goldmap, on est organisme de formation, en gros, sur tous les sujets santé et qualité de vie au travail. Donc, on va pouvoir travailler sur des sujets de santé physique avec les TMS dont on parle beaucoup, mais aussi sur des sujets de santé mentale et de sécurité au travail. On va pouvoir décliner ces interventions sur énormément de formats, à la fois de la formation, des formats plus courts, de l'individuel, du collectif, du présentiel, du distanciel. On va pouvoir vraiment s'adapter à vos contraintes de budget et d'organisation. On peut intervenir à tous les niveaux, au niveau des salariés évidemment, mais aussi peut-être au niveau des managers, peut-être au niveau des instances de direction, peut-être au niveau des instances représentatives aussi, et c'est pertinent dans le cadre des risques psychosociaux et de la santé mentale. Et donc, nous, notre mission, c'est d'aider l'employeur à prendre soin de la santé de ses collaborateurs, de faire de l'entreprise un acteur positif de la santé de chacun. Donc, vous avez là les grandes thématiques sur lesquelles on intervient depuis quelques années, donc à la fois les TMS, les risques psychosociaux, la santé mentale, les sujets de travail de nuit, de secourisme, etc. Mais je ne suis pas là pour vous présenter Goldmap. Je suis là justement pour vous présenter cette série qui s'appelle Mieux vaut prévenir, qu'on anime depuis 2 ans maintenant. C'est un webinaire chaque premier jeudi du mois. Aujourd'hui, on parle de santé mentale. Le mois prochain, on va parler du Safety Day, puisqu'on va être a priori dans l'organisation. Vous serez dans l'organisation de ce Safety Day, puisqu'on a beaucoup de clients qui organisent une journée santé-sécurité en avril. Et puis ensuite, en avril, on parlera de la semaine de la QVT ou la semaine de la QVCT qui a lieu, vous le savez, en juin. Donc, pour les prochains webinaires, on sera plutôt sur des webinaires avec des conseils très événementiels, tandis qu'aujourd'hui, on est plutôt sur une thématique forte qui est la thématique de la santé mentale. Je vous mettrai le lien vers le prochain webinaire à la fin de notre intervention. Vous avez ici les webinaires passés que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc, on a parlé du plan de formation 2026 en janvier avec ma collègue Harmonie. On a parlé de comment est-ce qu'on agit contre l'absentéisme en décembre. On a parlé des formations obligatoires en novembre. On a parlé de la semaine du handicap. Alors, on essaie vraiment de vous donner
des conseils pratiques, d'essayer de vous donner aussi des éléments sur des sujets qui, normalement, font votre quotidien si on a bien choisi les thématiques. Ce que je vous propose là, très rapidement, c'est de participer à un petit quiz juste pour me dire, heu, qui vous êtes, le poste que vous occupez au sein de votre entreprise, de me dire si vous avez déjà participé à un webinaire Goldmap ou pas, ou si c'est une première. Si vous avez déjà participé, n'hésitez pas à me dire dans le chat, hein, auquel vous avez participé. J'espère que ça vous a été utile et puis vos attentes aussi suite à ce webinaire. Est-ce que c'est d'être accompagné? Est-ce que c'est de trouver des idées de formation? N'hésitez pas à nous dire. L'idée, c'est que ça soit le plus utile pour vous. Donc, vous me dites et comme ça, moi, j'adapte un petit peu mon intervention. Je vais vous présenter ensuite les résultats, évidemment, de ce questionnaire. Je vous laisse encore 10-15 secondes. Bonjour Joël, vous êtes RH en Suisse. Bah oui, oui, Joël, je me souviens bien. Super. Bah, je suis content de vous retrouver, Joël. Trouver des inspirations, Pierre, me nourrir sur le sujet pour proposer des actions, ouais, à vos collègues. Laure, vous, groupe RPS entreprise, vous voulez créer un groupe RPS peut-être, ou vous l'avez créé, et peut-être pour l'animer, vous cherchez des actions. Top. N'hésitez pas, pareil, à me le dire à l'oral. Et je vais vous partager les résultats, si ça vous va, parce qu'on a quasiment tout le monde à voter. Allez, je vous partage les résultats. Hop. Donc, vous avez à l'écran, donc on a pas mal de RH, quelques QHSE, un tout petit peu de communication interne, des référents QVT handicap, des professionnels de santé et d'autres profils, peut-être des étudiants, ou n'hésitez pas à me préciser pareil. Et a priori, c'est une première pour pas mal d'entre vous sur ce webinaire Goldmap pour 19 répondants sur 35. En termes d'attente, c'est surtout de trouver des idées de formation sur les sujets de santé mentale, un petit peu pour certains d'entre vous d'être accompagnés ou conseillés. Bon, ben top. Moi, ça me donne quelques éléments, donc c'est parfait. Merci beaucoup pour tout ça. Je vous présente un petit peu le sommaire, le programme du webinaire. Pour celles et ceux qui ont participé déjà au webinaire, vous savez qu'on démarre toujours avec un quiz qu'on appelle quiz de positionnement. Ça me permet de savoir un petit peu ce que vous maîtrisez sur ces sujets de santé mentale. C'est une manière aussi de démarrer plus ludique et plus interactive et plus participative. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet pour comprendre comment la santé mentale, elle impacte les collaborateurs et l'entreprise. C'est important de voir pourquoi et comment c'est important de s'engager en tant qu'entreprise, de découvrir les temps forts de 2026. Vous allez voir qu'il y a pas mal de temps forts dont vous allez pouvoir profiter, sur lesquels vous allez pouvoir surfer pour animer vos actions tout au long de l'année. Et puis, on va vous donner, je pense que c'est ça le point le plus important du webinaire, des idées d'action pour prévenir la santé mentale de vos collaborateurs. On a essayé vraiment de ratisser super large, effectivement sur la santé mentale, mais sur plein d'autres sujets qui sont connexes, à la fois la santé physique, le sommeil, l'équilibre de vie, etc. On va essayer de vous donner un maximum de conseils pratiques. Et du coup, on commence avec un petit quiz et on fait le même exercice. Je vais vous partager le quiz. Hop, 2 petites secondes. Je vous ai mis 5 questions et donc à vous de répondre, d'essayer de répondre à ces questions. Évidemment, je vous partagerai les résultats après, les sources aussi. Donc, vous me dites, selon l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, combien de personnes dans le monde souffrent de troubles de santé mentale, selon vous? Est-ce que c'est 100 millions? Est-ce que c'est 500 millions? Ou est-ce que c'est 1 milliard? Donc, je vous laisse peut-être 2 petites minutes pour répondre à ces 5 questions. Selon les études, selon vous, quel facteur est le plus fortement corrélé à une bonne santé mentale? Est-ce que c'est le niveau d'éducation? Est-ce que c'est le niveau de revenu? Ou est-ce que c'est la qualité des relations sociales? Je laisse un petit peu de temps. Vous allez voir que parfois, il y a des petites surprises. Parmi ces comportements, lequel est souvent le premier signe d'un mal-être psychologique au travail? Donc, le premier signe, est-ce que c'est des erreurs professionnelles, des erreurs répétées, par exemple? Est-ce que c'est un désengagement qui est progressif? Ou est-ce que c'est de l'absentéisme répété? Quatrième question, parmi les propositions suivantes, laquelle correspond le mieux à la définition de la santé mentale selon l'OMS, donc toujours l'OMS? Est-ce que c'est l'absence de toute pathologie mentale? Est-ce que c'est un état d'équilibre émotionnel parfait? Ou est-ce que c'est la capacité à s'adapter aux difficultés de la vie?
Et du coup, dernière question, parmi ces obstacles, lequel est souvent considéré comme le principal frein à la prise en charge précoce des troubles mentaux? Est-ce que c'est le coût des soins associés? Est-ce que c'est la stigmatisation sociale, le fait qu'on va se sentir jugé, critiqué? Est-ce que c'est le manque de professionnels spécialisés aussi qui peut expliquer la prise en charge, enfin le frein à la prise en charge précoce? Allez, je vous laisse encore peut-être 10 petites secondes. Je regarde en termes de votants, ouais, il y a 70 des personnes qui ont voté. Encore un petit peu de temps. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires aussi, hein, dans le chat. J'espère que ces questions, elles sont utiles. Hop. Ah, si c'est OK pour vous, je vais vous partager les résultats et du coup, je repars sur ma slide. Ah non, pardon, excusez-moi. Je vous partage d'abord les résultats, comme ça vous allez voir les résultats que vous avez privilégiés. Donc selon l'OMS, il y a une majorité de répondants qui dit que c'est 500 millions de personnes dans le monde qui souffrent de problèmes de santé mentale. Après, entre 1 milliard et 100 millions, on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Selon les études, le facteur le plus fortement corrélé à une bonne santé mentale, vous nous avez dit la qualité des relations sociales. Personne ne nous a dit le niveau d'éducation et deux répondants, le niveau de revenu. Parmi les comportements, là, c'est assez équilibré, mais on est plus sur le désengagement progressif. Donc, ce qui était important dans cette question, c'est le premier signe d'un mal-être psychologique. Le premier signe. On avait aussi absentéisme répété et un petit peu d'erreurs professionnelles. Parmi les propositions suivantes, selon donc la définition de la santé mentale selon l'OMS, vous êtes une grande majorité à nous avoir répondu la capacité à s'adapter aux difficultés de la vie. Donc, on va voir si vous avez raison ou pas. Et puis, les obstacles, quel est souvent considéré comme le principal frein. Vous nous avez dit la stigmatisation sociale pour une grande majorité et un petit peu répartie équitablement entre le coût des soins et le manque de professionnels spécialisés. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce quiz? Est-ce que c'était difficile, pas difficile? Et puis ensuite, moi, je vais vous partager les résultats. Dites-moi dans le chat. Difficile. OK. Ouais, c'est difficile, surtout quand il y a des chiffres un peu exacts. Là, le 100 millions, 500 millions ou 1 milliard, c'est quand même difficile de savoir. Donc, première question, c'est effectivement 1 milliard, donc près d'un individu sur 7. Hein, je crois qu'on est 7 milliards d'habitants aujourd'hui. Donc, c'est des données publiées par l'OMS en 2025. Il y a plus d'1 milliard de personnes qui ont des problèmes de santé mentale, euh, selon l'OMS. Évidemment, ben, ces troubles de santé mentale, ce sont des maladies telles que l'anxiété, la dépression, qui ont des conséquences humaines et économiques hyper importantes. On va en parler. La deuxième question, c'était le facteur le plus fortement corrélé à une bonne santé mentale. Là, vous avez bien répondu pour la plupart. C'est les relations sociales, relations interpersonnelles de qualité. C'est le facteur le plus protecteur pour la santé mentale et pour la longévité également. Donc, c'est devant le niveau socio-économique, hein, devant le niveau de revenu ou même la santé physique. Là, vous avez les études, qui est une étude qui s'appelle The Good Life, Lessons from the World's Longest Scientific Study of Happiness. Donc, c'est une étude qui a été faite sur des années pour essayer de déterminer les facteurs qui sont corrélés à une bonne santé mentale et à du bonheur au quotidien. Hop, troisième question. Parmi ces comportements, lequel est souvent le premier signe d'un mal-être psychologique au travail? Donc là, c'est Santé publique France en 2023. Donc, ce qui était important dans cette question, c'est effectivement le premier signe, c'est le désengagement progressif, la perte de motivation qui va potentiellement entraîner ensuite de l'absentéisme et des erreurs professionnelles. Mais c'est le premier indicateur d'un mal-être, bien avant l'apparition d'absentéisme, voire même de conflits. Donc là, c'est Santé publique France. C'est une étude qui s'appelle Santé mentale et travail. Repérer les signaux faibles que je vous recommande parce qu'elle est super intéressante. Quatrième question, la définition actuelle de la santé mentale selon l'OMS, on va y revenir, c'est la capacité à s'adapter aux difficultés de la vie. Donc, on va en parler un petit peu de cette définition. L'OMS nous dit que la santé mentale, c'est quoi? C'est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, faire face aux difficultés normales de la vie, travailler de manière productive et contribuer à sa communauté. Donc, c'est pas le fait de ne pas être malade, c'est pas le fait d'être dans un état d'équilibre parfait, c'est la capacité à s'adapter aux difficultés de la vie.
Hop, je vous passe la slide d'après. Dites-moi si vous la voyez toujours. Là, je vous ai mis la slide 5. Non, alors, je dois avoir un problème de... Ok, bon, je vais essayer de... Attendez, je vais changer un petit peu. Bon, je voulais tester une modalité. Normalement, vous m'avez à nouveau. Et là, vous devez avoir la slide, si tout va bien. Toujours pas. Alors, attendez 2 petites secondes. Est-ce que là, c'est OK pour vous? Ah, comment ça se fait? Alors, attendez, je vais... Hop. OK, allez, super. Désolé pour le petit contretemps. Donc, on était sur la définition de la santé mentale. Donc, on a dit que c'était, pardon, je remets ici, on a dit que c'était la capacité à s'adapter aux difficultés de la vie. Ce n'est pas l'absence de difficultés ou l'absence de pathologie. La 5e question, c'était parmi les obstacles, lequel est souvent considéré comme le principal frein à la prise en charge précoce des troubles mentaux. C'est là que c'est dommage et c'est là que c'est important d'en parler, c'est que c'est la stigmatisation sociale. Donc, toujours selon l'OMS, vous avez l'étude de 2021, Mental Health Atlas en 2020, c'est la stigmatisation sociale, la peur du jugement, des préjugés qui restent les principaux obstacles à la recherche d'aide. Donc, c'est souvent plus déterminant que l'accès aux soins. D'où l'idée évidemment de dédramatiser ces sujets, d'en parler, de ne pas stigmatiser les problématiques qu'on peut avoir sur ces sujets. Voilà pour le chat, pour le quiz, pardon. Ce que je vous propose, c'est de me citer dans le chat quelques exemples de troubles mentaux. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de troubles mentaux? Puis je vais vous en présenter quelques-uns ensuite. Déficit de l'attention, dépression, anxiété. Anxiété, on a beaucoup d'anxiété, burn-out, épuisement professionnel, donc c'est la même chose. Anxiété, syndrome dépressif, ouais. Burn-out, Justine, burn-out également. Anne-France, dépression, anxiété. Cathy, dépression, anxiété, burn-out, stress chronique, dépression. OK. Vous me parlez pas mal là, de problématiques qui sont liées au travail. Est-ce que vous avez d'autres exemples de troubles mentaux que vous n'avez pas cités ici? Ouais, TDAH, donc charge mentale, dépression, bipolarité, fatigue, trouble du sommeil. Alors, trouble du sommeil, ça va plutôt être soit un symptôme, soit un facteur, mais ce n'est pas un exemple de trouble mental. Trouble bipolaire, Hélène, ouais, effectivement. Dépression, phobie, trouble alimentaire, addiction. OK, allez, merci beaucoup d'avoir participé. Des exemples de troubles mentaux, vous les avez à l'écran. Alors, je ne suis pas un spécialiste de ces sujets, donc je ne vais pas forcément m'attarder et je ne saurais pas forcément répondre à toutes les questions techniques, mais dans les exemples que vous avez cités, il y a effectivement l'anxiété et la dépression. Ce que vous avez un petit peu moins cité, c'est les troubles bipolaires, les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, ce qu'on appelle les troubles post-traumatiques. On en parle beaucoup, notamment pour des soldats qui reviennent d'intervention, pour des personnes qui ont vécu des traumas importants. Et la schizophrénie, c'est-à-dire le fait de voir la réalité d'une manière détournée. Donc, la bipolarité, vous connaissez également. Donc, finalement, là, vous m'avez beaucoup parlé de problématiques qui sont plutôt liées au travail. Mais il y a aussi plein d'autres sujets, hein, la bipolarité, le post-trauma, la schizophrénie, plein d'autres troubles mentaux qui sont des exemples de ce qu'on va appeler santé mentale et troubles mentaux. Hop. Je vous repartage la définition parce qu'elle est vraiment, pour moi, elle est super intéressante, cette définition de l'OMS. Elle est très équilibrée. Donc, la santé mentale, c'est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser.
faire face aux difficultés normales de la vie et travailler de manière productive et contribuer à sa communauté. Il y a plein de choses que je trouve intéressantes dans cette définition. Et il y a le fait d'être en capacité de se réaliser individuellement, professionnellement et sur plein d'autres aspects de la vie. Il y a faire face aux difficultés normales de la vie, donc peut-être pas à des chocs très traumatisants, mais en tout cas aux aléas quotidiens de la vie. La santé mentale doit nous permettre de nous sentir en capacité de résilience face à ces difficultés. Et puis, il y a la capacité de travailler de manière productive et de contribuer à sa communauté. On retrouve ici le lien important entre l'entretien des relations sociales fortes et l'absence de troubles mentaux. Je vous ai mis ça, un petit le saviez-vous, qu'on a mis avec ma collègue Harmonie pendant des années et encore aujourd'hui. On associait troubles mentaux à la folie. On dit il est complètement hystérique, ou alors on était des gens fragiles ou faibles. Et en fait, il a fallu attendre pas mal d'études et puis on va dire la libération de la parole sur ces sujets au XXe siècle, à la fin du XXe, pour que la santé mentale elle soit reconnue progressivement comme une composante de la santé globale, même s'il reste encore un peu de travail à faire, mais on a quand même fait de très gros bons en avant sur ces sujets. Important, très important pour moi, parce que je me rends compte que parfois nos clients et nos prospects ont du mal à faire la différence. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat comment vous distinguez, vous, risques psychosociaux, donc RPS, et santé mentale? Vous allez voir que finalement, c'est assez simple, mais c'est important de ne pas, de bien les distinguer, de bien les différencier. Dites-moi dans le chat, pour vous, quelle est la différence entre RPS et santé mentale? C'est une question qui n'est pas facile, donc je vous laisse un petit peu de temps. RPS découle de la situation professionnelle. Merci Marie. Aurélie, RPS, c'est un facteur environnant et santé mentale, c'est l'état de santé. Ok, je laisse encore un petit peu de temps si. Alors, vous nous avez dit les RPS, ce sont des situations, j'essaie juste de retrouver, des situations où la personne est confrontée à un risque pour sa santé. Les RPS sont dans le DUERP. Les RPS, c'est lié à l'environnement. La santé mentale, plus globale, ça peut être un trouble. Hop. J'essaye de lire un peu tout ça. Béatrice, pas de souci, vous aurez le replay sur notre chaîne YouTube. À bientôt, Béatrice. Hop. Aline, les RPS, c'est facteur de risque santé mentale, c'est comment l'individu s'adapte. Les RPS sont les dangers. Ok, bon, c'est intéressant parce que je sens que ce n'est pas tout à fait clair. Donc, on a bien fait de faire cette slide. On a essayé, nous, de résumer ce qui fait la différence, selon nous, entre risques psychosociaux et santé mentale. La santé mentale, vous avez vu la définition de l'OMS, c'est l'état de bien-être général de chaque individu. Alors que les risques psychosociaux, ça se concentre uniquement sur les risques qui sont liés au travail. Vous savez, dans les RPS, il y a les conflits de valeurs, il y a l'insécurité économique, il y a les relations de travail, il y a le manque d'autonomie, il y a tous ces sujets, mais qui concernent uniquement des situations de travail. Ce qui est sûr, c'est que les RPS peuvent impacter évidemment la santé globale et donc la santé mentale. Donc la santé mentale est beaucoup plus générale. Quand on parle des troubles qu'on a cités, de troubles de bipolarité, de schizophrénie, ce ne sont pas forcément, même rarement, des troubles qui sont liés à des situations de risques psychosociaux en entreprise. Donc le RPS, c'est l'entreprise, la santé mentale, c'est plus général. J'espère que ça, c'est clair pour vous, parce que je pense que c'est important de bien distinguer, comme en ce moment, de plus en plus, auparavant, on parlait beaucoup de risques psychosociaux, maintenant on parle un petit peu plus de santé mentale. Ça veut dire qu'on fait la part belle à la dimension individuelle qui est par définition la santé mentale. Allez hop, on enchaîne. La santé mentale, comment est-ce qu'elle impacte les salariés et l'entreprise? Alors là, je vais forcément vous énoncer des vérités que vous connaissez, mais je vais vous parler quand même de quelques chiffres qui sont assez frappants. Avant ça, l'impact des troubles mentaux sur l'individu, au niveau individuel. Ça, je pense qu'on en a un petit peu parlé quand vous m'avez listé les troubles mentaux. Donc là, c'est plutôt l'impact des troubles mentaux sur l'individu. On a parlé de
difficultés de concentration. Quand on se sent mal dans la tête, on a parfois du mal à être concentré, on peut être irritable, on peut être anxieux, on peut se dévaloriser, on a souvent une perte de confiance en soi et d'estime de soi, on est fatigué, on a un système immunitaire affaibli quand on a des problématiques de santé mentale. Puis après, il y a plein d'autres choses. Le sommeil est souvent perturbé. Quand on a un problème au travail ou dans la vie perso, le sommeil souvent est impacté. Il y a potentiellement de la prise de poids. Il y a plein de comportements qui peuvent être impactés par des troubles mentaux. Donc là, c'est l'INRS qui nous liste l'ensemble de ces troubles mentaux. Les troubles mentaux sur l'entreprise, ils sont hyper intéressants aussi et c'est pour ça qu'il faut prendre le sujet à bras-le-corps quand on est employeur. Évidemment, l'absentéisme dont on a parlé, même si le premier signe, c'est souvent le désengagement, la baisse de motivation, le turnover, le fait d'avoir des personnes qui s'en vont rapidement, des accidents du travail aussi, parce que quand on est fatigué, quand on a des problématiques de santé mentale, on est moins vigilant notamment. Et donc, on est plus sujet à des accidents. Et puis, globalement, c'est un climat social qui est dégradé. C'est une baisse de productivité et c'est une marque employeur qui se retrouve affaiblie. Donc, plein de raisons d'essayer de prendre en main ces sujets de santé mentale, même si c'est toujours difficile pour l'employeur, puisqu'on a vu que la santé mentale, ce n'est pas uniquement la vie de l'entreprise et les risques psychosociaux. Juste un chiffre qui est frappant, c'est que la santé mentale, et je crois que c'est devenu en 2025 le facteur numéro 1 des arrêts maladie de longue durée, uniquement de longue durée. Sur les cours, c'est encore la partie TMS, la partie plutôt santé physique, mais sur la longue durée, c'est la santé mentale. Donc ça, c'est, je trouve, un chiffre assez frappant qui permet aussi d'aller convaincre des décideurs, des décideuses en entreprise de mettre en place des sujets là-dessus. Vous avez plusieurs chiffres ici. Plutôt que de les lister, ce que je vous invite à faire, c'est de me dire dans le chat lequel vous interroge le plus ou lequel vous allez retenir le plus. Est-ce que c'est une femme sur 3, un homme sur 5 qui feront une dépression majeure au cours de leur vie, selon Mental Health or World in Data? Est-ce que c'est une personne sur 8 dans le monde qui vit avec un trouble mental? Donc, c'est un peu le chiffre qu'on a dit tout à l'heure, le milliard de personnes. Le coût que ça représente pour l'économie mondiale, 1 trillion de dollars. Donc, 1000 milliards de dollars, je crois. Le pourcentage de personnes qui ont un trouble psychique qui reçoivent aucun traitement, je trouve qu'elle est intéressante, celle-là aussi. Et le nombre, la proportion de salariés qui déclarent éprouver un stress important lié à son travail, selon l'OMS. Dites-moi dans le chat laquelle est le plus intéressant, parce qu'on ne va pas forcément retenir tous les chiffres. Donc, Marion, pour vous, c'est 1/3 de femmes et un homme sur 5. Pourquoi est-ce que les femmes sont plus touchées? C'est effectivement un point important. Je ne saurais pas vous dire si ce n'est potentiellement des problématiques de difficultés plus grandes à concilier vie professionnelle et vie perso, même si les sociétés modernes ont fait des efforts, mais on voit qu'on a encore des stéréotypes qui restent dans le temps. Un tiers de femmes qui feront une dépression, un salarié sur 2 dans le monde pro qui déclare éprouver un stress important. OK, la proportion. OK, un salarié sur... Ouais. Moi, c'est pareil, Isabelle, c'est celui-là, là, 22% qui ne reçoivent pas de traitement alors qu'ils ont un trouble psychique. Je trouve que c'est peut-être le plus... Un salarié sur 2, vous trouvez que c'est très élevé, Pierre? En fait, effectivement, de plus en plus, le travail est considéré comme un facteur de stress élevé pour les collaborateurs. Ça ne veut pas forcément dire que le stress est chronique et installé dans le temps, mais ça veut dire qu'il y a forcément des niveaux de stress qui peuvent être importants parce qu'on a une réunion importante, parce qu'on a une présentation importante, parce qu'on a un client qui n'est pas satisfait, parce qu'on a un manager qui nous a fait une remarque, etc. Ça peut toujours créer du stress. Le coût, finalement, vous ne m'en avez pas parlé. C'est peut-être que c'est tellement important qu'on ne se rend pas forcément compte.
Bon, j'espère en tout cas qu'il y aura quelques chiffres que vous allez retenir et que vous pourrez ressortir à vos collègues, à vos dirigeants et dirigeantes pour montrer l'importance de travailler sur ces sujets. Troisième partie, pourquoi et comment s'engager en tant qu'entreprise. Ça, on va le faire assez rapidement et on passera ensuite au temps fort. Pourquoi et comment s'engager en tant qu'entreprise? Parce qu'en tant qu'entreprise, on a quand même, vous avez un rôle, je trouve, sociétal, qui est de plus en plus vrai, le rôle de l'entreprise de s'impliquer sur des enjeux de société. On voit qu'on est dans un monde en mutation permanente. Alors, j'ai l'impression qu'on répète cette phrase tous les ans et qu'on se dit, il y a des crises, il y a des dérèglements, il y a des conflits. Et en fait, chaque année, on a l'impression que le monde bouge de plus en plus vite, mais c'est vrai que les repères traditionnels ont tendance quand même à pas mal vaciller, notamment avec le changement climatique, avec les crises sanitaires qu'on a vécues et les conflits aujourd'hui qui sont exacerbés, qui sont nombreux. L'intelligence artificielle aussi, elle peut créer un sentiment d'insécurité. Il y a une pression professionnelle qui est accrue parce qu'il y a beaucoup de concurrence, on doit s'adapter en permanence, ça peut fragiliser, ça peut impacter. Il y a une surcharge cognitive aussi, on est tellement connecté avec des ordinateurs, des réseaux sociaux, des téléphones qui nous bombardent de notifications que cette surcharge, elle peut impacter. Même si le travail n'est pas stressant en soi, cette surcharge fait qu'à la fin de la journée, on a un sentiment de stress et de fatigue important. Et puis, globalement, on voit qu'aujourd'hui, on a une augmentation des troubles mentaux. Tous les troubles dont on a parlé, que ce soit burn-out, anxiété, dépression, etc., les troubles mentaux ont explosé dans le monde du travail pour plein de sujets qu'on a cités, mais aussi parce qu'ils sont de plus en plus reconnus. Évidemment, à une époque, peut-être qu'on en parlait un petit peu moins. Aujourd'hui, on en parle et c'est une bonne chose. Il y a plein d'autres sujets aussi, plein d'autres raisons de parler pour l'entreprise de ces sujets. Il y a que pour moi, c'est un enjeu collectif et pas seulement individuel, même si les troubles de santé mentale sont individuels. Finalement, le bien-être mental, il dépend aussi du contexte social, du manager, évidemment, du contexte d'organisation de l'entreprise, de la réalité économique de l'entreprise, etc. C'est aussi une réalité quotidienne au travail. Donc, c'est important d'en parler. Et puis, je pense que c'est une opportunité d'action et de prévention qui est importante pour l'entreprise. Donc, ça vaut le coup de s'engager sur ces sujets. Et on a parlé de grandes causes nationales. Vous savez que ça a été renouvelé en 2026. C'était le titre de notre webinaire. C'est une préoccupation majeure de santé publique. Et je crois que les entreprises aujourd'hui s'engagent de plus en plus sur ces enjeux de santé publique. La santé mentale, comme plein d'autres enjeux, le handicap, la diversité, l'inclusion, les sujets d'environnement, etc. Comment est-ce que les entreprises peuvent s'engager? Elles peuvent s'engager de manière très différente, très variée. On peut informer ou former ses collaborateurs, on peut les sensibiliser à la santé mentale, on peut les former, par exemple, au premier secours en santé mentale. On va en parler un petit peu de cette formation. On peut prévenir. Prévenir, c'est respecter, par exemple, l'équilibre pro-perso. Ça peut être offrir un environnement de travail qui est bienveillant, qui est sécurisant, où les gens se sentent bien. On peut déstigmatiser, libérer la parole sur ces sujets, essayer de transformer les représentations, les biais qu'on peut avoir sur ces troubles mentaux, sur ces troubles psychiques. On peut aussi sanctionner des comportements déviants, des remarques qui sont pas acceptables en entreprise, et on peut tout simplement en parler. C'est-à-dire mettre en place des dispositifs d'écoute ou avoir des managers qui sont en capacité d'écouter, de repérer aussi des signaux faibles, avoir des personnes ressources comme les RH ou autres publics dans des plus grosses entreprises. De manière générale, quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est favoriser une communication sur ce sujet. Ça ne veut pas forcément dire d'en parler tous les jours, mais ça veut dire d'être en capacité d'écouter un collaborateur ou une collaboratrice qui a des problématiques là-dessus. Donc, voilà un petit peu les manières de s'engager. Vous allez voir, on va être beaucoup plus concret dans la dernière partie, sur la partie 5. Quelques temps forts juste en 2026. Moi, j'aime bien les temps forts parce que c'est souvent une très bonne manière de communiquer. Donc, je recommande souvent à nos clients de profiter de ces temps forts parce que ça va être plus facile de parler de santé mentale en octobre dans le cadre de la journée mondiale. Ça va être plus facile de parler de santé mentale dans le cadre de la journée internationale de la santé au travail en avril. Aujourd'hui,
On ne l'a pas fait exprès, hein, je crois, mais c'est la journée nationale de prévention du suicide. Donc, je pense qu'on est pile poil dans le sujet. Et après, vous avez d'autres événements qui sont peut-être un peu plus techniques, mais qui sont intéressants, je trouve, notamment début juillet. C'est la santé mentale des enfants et des adolescents. On en parle énormément en ce moment. Pour les parents parmi nous, vous êtes forcément interrogés, impactés sur ces sujets, notamment dans le cadre des réseaux sociaux. Et il y a du mouvement là-dessus et je pense que c'est une bonne chose. Donc, ce que je vous recommande, c'est de profiter de ces temps forts, de ces événements pour venir communiquer sur ces sujets. Ça ne veut pas forcément dire faire appel à un prestataire, mais ça peut être partager un document, partager une vidéo, partager des ressources sur ces sujets. Effectivement, Isabelle, il y a plein d'actualités aujourd'hui qui nous montrent que il y a du trouble mental, voilà, ne serait-ce que, je crois, avant-hier à Sanary-sur-Mer. Pourquoi est-ce que vous participez à des événements? Justement, c'est venir renforcer l'image de marque. Et puis, c'est, je trouve, surfer en fait sur des temps forts, c'est toujours plus facile pour communiquer, pour venir engager au maximum vos collaborateurs sur ces événements. La semaine de la QVT, vous connaissez, hein, 3e semaine de juin d'habitude. Ce qu'on aurait pu ajouter ici aussi, c'est la semaine du handicap, SEEPH, 3e semaine ou 4e parfois de novembre, notamment sur les troubles mentaux. Est-ce que ça vous va sur les événements? Est-ce que vous avez d'autres idées d'événements peut-être? Je sais qu'il y a la journée du sommeil en mars. On peut faire le lien entre sommeil et santé mentale, sommeil et gestion du stress, sommeil et risques psychosociaux. Vous avez, moi j'en parle souvent, le marronnier de la QVT, un peu les grands temps forts, il y en a plein. Et finalement, vous pouvez faire le lien de manière assez simple entre le sujet de la journée mondiale ou de la journée nationale et la thématique de la santé mentale sur laquelle vous voulez communiquer. Dites-moi dans le chat si vous avez d'autres idées d'événements ou peut-être si vous animez des semaines QVT, des safety days, etc. Je suis curieux de vous lire là-dessus. Hop. Alors. Je vois que quelqu'un est en train d'écrire, donc j'attends un petit peu avant de passer à la dernière partie, qui est la plus importante. Aline, journée nationale, lutte contre le sexisme, journée du bonheur au travail, lutte contre les violences faites aux femmes. Oui, effectivement, il y a plein d'autres... il y a plein d'autres événements. Ok, on les ajoutera, Aline. Merci beaucoup pour les recommandations. Super. Allez, top. Est-ce que ça vous va jusque-là? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous êtes motivé pour la dernière partie 5, les idées d'action? Je pense que c'est là qu'on va avoir les éléments les plus importants pour vous si vous voulez ressortir de ce webinaire avec des idées concrètes. Super, vous êtes toujours avec nous. On est toujours à peu près 40 participants. Donc, il n'y a pas eu d'abandon. C'est parfait. On a encore peut-être 10-15 minutes ensemble. Donc, on va parler du coup des idées d'action concrètes pour prévenir la santé mentale des collaborateurs. Donc, le rôle crucial de la prévention, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais c'est très, très important de mettre en place de la prévention, de ne pas être juste là post-burnout, voire voilà, des situations encore plus dramatiques en entreprise. C'est très, très important de faire de la prévention, de prévenir au quotidien. Comment est-ce qu'on fait? On va promouvoir le bien-être psychologique à travers des actions de sensibilisation. On va essayer de favoriser un environnement de travail sain, lutter contre le harcèlement, aménager des espaces de travail, permettre peut-être la flexibilité des horaires quand c'est possible, encourager l'équilibre vie pro-perso, respecter les cadres de vie, éviter la surcharge de travail, respecter aussi le droit à la déconnexion, pas envoyer des mails à 23h à ses collaborateurs ou le week-end. Et puis, on va essayer de développer des compétences sur ces sujets. Que ce soit les managers, mais pas que les managers, évidemment, les collaborateurs aussi, pour savoir individuellement, pour pas que tout le poids de la santé mentale repose sur l'entreprise. Il faut aussi qu'en tant qu'individu, on s'équipe, on s'outille, on se renforce sur ces sujets, des sujets de gestion du stress, des sujets d'empathie, de communication, des sujets de résilience aussi.
Et donc là, on va pouvoir individuellement développer des compétences psychosociales qui sont vraiment très, très utiles au quotidien, à la fois dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie personnelle, puisqu'on a vu que l'état de santé mentale, c'est un état qui permet d'absorber des difficultés normales de la vie. Ça peut être, je me suis séparé de mon conjoint ou de ma conjointe, typiquement. Ce n'est pas uniquement des difficultés professionnelles. Prendre soin de la santé mentale, on a repris un peu les définitions de l'OMS qui nous disait état de bien-être général. Et donc, nous, on a essayé de vous recommander un peu des grandes familles pour prendre soin de sa santé mentale. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire savoir gérer son stress. Ça veut dire prévenir les risques psychosociaux dans le cadre du travail. Ça veut dire promouvoir la qualité de vie au travail, toujours dans l'entreprise. Ça veut dire entretenir des relations saines, à la fois au niveau professionnel comme au niveau personnel. Ça veut dire trouver un équilibre, concilier vie professionnelle et vie privée pour avoir ses temps de vie, pour avoir ses hobbies, pour avoir du temps pour sa vie sociale et familiale. Ça veut dire prendre soin de son hygiène de vie. Vous allez voir, il y a énormément d'études qui prouvent le lien entre sommeil, nutrition, activité physique et santé mentale. Et le mouvement, qu'il ne faut jamais oublier. Le mouvement, c'est-à-dire l'activité physique au quotidien, pas uniquement le sport, mais on sait que lutter contre la sédentarité, ça permet de réduire l'apparition de troubles mentaux sur le long terme. Donc, pas uniquement le sport, le mouvement. Ça peut être le jardinage, le bricolage, la marche, mais tout ce qui va pouvoir vous mettre en mouvement sera bon à prendre. Donc voilà, plein de familles finalement. Vous voyez que c'est multifactoriel, c'est multidimensionnel. Et en tant qu'entreprise, en tant que RH, on va pouvoir mettre en place des actions avec des prestataires et en interne pour venir travailler sur ces différents sujets. Donc, ce qu'on vous a proposé, c'est des actions pour chaque famille. Et vous allez voir, on vous a mis des idées concrètes. Première action pour promouvoir la QVT, la qualité de vie et les conditions de travail. Donc, ce qu'on a fait à chaque fois, c'est en bas, vous avez plutôt des actions de sensibilisation et de formation que vous pouvez mettre en place vous ou sur lesquelles vous pourrez faire appel à des intervenants, à des prestataires. Et au-dessus, on a mis plutôt les actions internes que vous pouvez mettre en place de votre côté. Donc, typiquement, pour promouvoir la QVT, à partir d'une certaine taille de collaborateurs, donc généralement au-delà d'une 50aine de collaborateurs, vous pouvez par exemple assez facilement réaliser un diagnostic participatif. Ça peut être un petit baromètre, ça peut être un atelier d'expression, comme on en a parlé, Isabelle. Ça peut être des cafés-débats, en tout cas une discussion ouverte sur ces sujets. Ça peut être une évaluation, un audit de la qualité de vie au travail dans l'entreprise. On peut aussi mettre en place un dispositif d'écoute externe. Là, c'est plutôt dans les plus grosses entreprises. Vous allez avoir la possibilité pour les collaborateurs d'appeler un psychologue du travail qui va être dédié à ces sujets. Vous allez pouvoir avoir une plateforme d'écoute pour venir bénéficier de soutien quand un collaborateur est dans une situation difficile. Et ça peut être aussi d'essayer d'intégrer la qualité de vie au travail dans des objectifs managériaux au-delà de la performance économique. Est-ce qu'on peut, en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation, venir intégrer des objectifs de QVT? À vous de définir ce que ça veut dire concrètement, mais pour que pour un manager, ça soit aussi une priorité au quotidien. Ensuite, nous, en formation, ce qu'on fait très souvent, c'est cette formation introduction à la qualité de vie au travail pour les managers. Là, c'est vraiment pour des managers qui n'ont pas trop de notions sur ces sujets, venir les former sur une journée généralement pour venir les introduire à cette thématique de qualité de vie au travail pour essayer de faire en sorte qu'au quotidien, ils puissent ensuite, eux, en faire un objectif pérenne. On a aussi cette formation référent QVT que vous connaissez, je pense. Idée d'action pour soutenir l'équilibre de vie, qui était un point important. En tant qu'entreprise, en tant qu'organisation, on peut essayer de former ou venir développer une posture managériale qui est attentive, qui est humaine à ces sujets d'équilibre de vie. On peut ajuster, on peut repérer des signaux faibles, on peut parler de ces sujets d'équilibre de vie de manière assez libre avec des collaborateurs. On peut essayer progressivement de faire évoluer la culture de l'entreprise vers une performance durable. Alors, ça peut être typiquement valoriser l'efficacité plutôt que le présentéisme.
Le but, c'est pas que le collaborateur soit là jusqu'à 23 heures, mais s'il peut être là efficace jusqu'à 18h ou 18h30, c'est déjà très bien et ça fait avancer tout le monde et ça permet d'avoir un bon équilibre entre le pro et le perso. Et puis, c'est aussi reconnaître la diversité des situations de vie. On peut être dans dans une situation difficile, dans un moment difficile de vie. On peut avoir une situation familiale un peu plus complexe. Et donc là, en tant qu'organisation, on peut éventuellement s'adapter. Et puis ensuite, il y a le droit à la déconnexion qui est important. Alors, selon les entreprises, il va être plus ou moins poussé, mais globalement, c'est déjà un usage raisonné des messageries. On ne va pas utiliser le Slack tout le week-end, on ne va pas caler des réunions le week-end, on ne va pas avoir des mails le dimanche matin avec écrit urgent pour le lendemain. On peut avoir des règles partagées, on peut tout simplement programmer ces emails. Certains collaborateurs, certains managers ont le droit de travailler en dehors de leur temps de travail, mais il ne faut pas que ça vienne stresser les personnes qui ne le font pas. Et donc là, nous, on a plein de formations. C'est un sujet qu'on aime bien, hein, les sujets de déconnexion numérique, de gestion de son temps aussi, gestion de son temps, gestion des priorités. Le best-seller, un des best-sellers de Goldmap, c'est réussir sa déconnexion numérique ici. Si on gère mieux ses emails, a priori, on a un meilleur équilibre de vie, on a une meilleure gestion du temps. Et on a cet atelier qu'on anime énormément sur les clés de l'équilibre entre vie pro et vie perso. Ça, c'est aussi des choses que vous pouvez faire de votre côté. Vous pouvez peut-être retrouver des ressources sur Internet, sur YouTube. Il y a plein de choses qui existent aujourd'hui sur la déconnexion numérique. Il y a peut-être des chartes qui existent, des exemples de chartes qui sont utilisés par des grandes entreprises. Essayez de vous inspirer de ces exemples-là pour venir mettre en place des actions. Je vous propose plein d'actions aujourd'hui. L'idée, c'est plus de ressortir avec 3-4 actions que vous allez pouvoir déployer assez rapidement. Je vous ai mis typiquement des exemples d'affiches qu'on a faites, nous, sur la déconnexion numérique et qu'on offre à nos clients quand ils achètent des ateliers sur ces sujets. L'idée, c'est de venir communiquer de manière un peu sympa, de manière aussi, on va dire, positive, moderne aussi en termes de format, sur l'équilibre vie pro-perso, la déconnexion, etc. Troisième thématique importante, prévention des risques psychosociaux, puisqu'on a vu que les risques psychosociaux, c'était différent de la santé mentale, mais que des risques psychosociaux peuvent venir impacter la santé mentale et la santé en général sur le long terme. Donc là, un petit peu comme sur la QVT, on peut avoir des groupes de parole, on peut former les collaborateurs à la conduite du changement. On sait que le changement, notamment par l'IA, le changement d'organisation, etc., peut amener à beaucoup de stress. Et donc là, le fait de former les collaborateurs, d'avoir du coaching au quotidien est intéressant pour venir créer un environnement de travail qui est sécurisant. Et ensuite, les groupes de travail, on l'a dit, sur les risques psychosociaux. Et là-dessus, on a plein de formations, de formats aussi. On peut avoir de la consultation individuelle avec psychologue du travail. On peut avoir des formations managers qu'on fait beaucoup sur les risques psychosociaux. On peut avoir des formations sur la prévention du burn-out pour les collaborateurs, pour les managers aussi qui sont très exposés au burn-out et de plus en plus. Et de manière aussi alternative, vous pouvez avoir d'autres idées de prévention des risques psychosociaux. Généralement, quand vous êtes très en amont d'une démarche de prévention des RPS, vous allez être plutôt en mode enquête, audit, évaluation des risques psychosociaux. Là, vous pouvez faire venir des professionnels sur ces sujets. Vous pouvez utiliser des logiciels pour mettre en place des questionnaires. Il y a plein de manières de venir interroger et de venir auditer les risques psychosociaux dans votre organisation. Ensuite, idée d'action pour prévenir et gérer son stress. Donc là, on est plutôt dans l'individuel. Nous, on propose énormément d'ateliers. Il y a plein d'autres acteurs qui en proposent. Pareil, vous pouvez retrouver des ressources aussi sur Internet pour mieux gérer son stress, mieux gérer ses émotions. On propose des ateliers pour apprendre à évacuer les tensions après sa journée de travail. Ça, c'est un atelier qu'on aime beaucoup parce qu'on apprend des choses très concrètes, à la fois sur, on va dire, la relaxation mentale, mais aussi la relaxation physique. Quand on a été toute une journée au téléphone, toute une journée en réunion, toute une journée sur son écran, c'est important d'apprendre à évacuer ces tensions après une journée de travail pour tirer un trait clair avec le début de la vie personnelle. Vous avez plein d'autres sujets sur la cohérence cardiaque. Voilà, on a développé plein de choses. Un atelier que j'aime beaucoup aussi, c'est résilience et santé mentale au travail.
justement qui répond bien à cette définition de la santé mentale, qui est la capacité de venir absorber des chocs ou des complications normales de la vie. Hop, un cas concret, très rapidement, nous on accompagne par exemple les soignants de la Croix-Rouge française sur plusieurs sites, et notamment sur un site en Seine-et-Marne, sur des problématiques de gestion du stress, d'incivilité, de gestion des conflits parfois, d'agenda qui sont très mouvants, etc. Et on leur propose des ateliers pratiques type sophrologie, méditation, et des sensibilisations sur la gestion des tensions, sur la gestion du stress, des émotions, la gestion des incivilités, etc. Donc, plein d'ateliers qui ne nécessitent pas forcément de faire une journée complète de formation, mais qui font du bien au quotidien à vos collaborateurs. On l'a vu que la santé physique avait un lien fort avec la santé mentale, et donc vous pouvez, en tant qu'employeur, mettre en place plein d'actions. Essayer de motiver vos collaborateurs à venir à vélo, mettre à disposition un parking à vélo. Vous savez qu'il y a le forfait mobilité aussi qui existe, les indemnités kilométriques vélo, promouvoir le covoiturage, prendre en charge des abonnements au vélo libre-service, etc. Plein de choses qui peuvent exister. Et puis nous, on propose aussi beaucoup d'ateliers, alors beaucoup de cours de sport. Vous pouvez, avec Goalmap, venir faire votre cours de sport hebdomadaire en entreprise. Ça peut être le yoga, les étirements, des cours de gym, judo, de circuit training, etc. Et vous pouvez aussi faire un atelier sur la sédentarité. C'est un des ateliers qu'on anime le plus. Sur l'hygiène de vie, il y a plein de choses. Et là, c'est assez multifactoriel, parce que l'hygiène de vie, c'est très large, mais on peut y retrouver le sommeil, la nutrition et plein d'autres thématiques. Donc là, ce qu'on peut vous recommander en tant qu'employeur, il y a des choses simples, c'est d'essayer de diffuser des bons comportements sur l'alimentation, par exemple avec des corbeilles de fruits. Je sais que nous, on avait fait une fois les vélos smoothies, des choses comme ça, des fontaines à eau qui sont facilement accessibles. Rappeler l'importance de l'hydratation. Dans certaines plus grandes entreprises, on peut avoir des espaces zen, type salle de sieste, etc. Il y a plein de choses qui peuvent exister. Et je crois que c'est l'avant-dernier sur cette thématique, donc les relations saines. Les relations saines, c'est à la fois entre collègues et managers, manager et direction, etc. Donc là, il y a plein de choses au quotidien. C'est un travail du quotidien, je crois. Il faut encourager la communication claire, bienveillante, essayer d'avoir un feedback constructif, essayer d'avoir des échanges respectueux aussi, c'est très important, et une écoute respectueuse et active. On peut venir former les managers, même si, encore une fois, il ne faut pas toujours se dire que tout est du ressort du manager sur ces sujets de relations au travail. Les managers peuvent venir repérer des conflits, peuvent venir accompagner des situations conflictuelles, accompagner des tensions aussi. Et de manière générale, essayer de développer de la reconnaissance et de la valorisation au quotidien, mettre en avant certains collaborateurs qui ont des comportements exemplaires, reconnaître des efforts, célébrer des réussites, essayer de renforcer la cohésion d'équipe. C'est un travail de quotidien, il ne faut jamais l'oublier, y compris quand les situations d'entreprise sont difficiles. Nous, on propose beaucoup de formations là-dessus. C'est un sujet qui nous intéresse, le sujet des relations, la gestion des conflits, par exemple, la gestion des incivilités. On fait énormément de formations là-dessus. On a un sujet de cohésion intergénérationnelle aussi, puisqu'on sait que c'est assez difficile de faire cohabiter des générations avec des écarts importants, génération Y, Z, avec des gens qui ont 50 ans et plus au travail. Mais ce n'est pas une fin en soi, il faut absolument faire en sorte que ces générations sachent travailler ensemble. Vous avez ensuite des sujets sur la communication bienveillante, l'intelligence émotionnelle. Tout ça, ça crée des relations un peu plus saines au travail. Dernière thématique, la santé mentale. Et donc là, je veux vous parler surtout de la thématique de premier secours en santé mentale. Je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure. Et ensuite, nous, on a développé d'autres thématiques qui sont un peu annexes, qu'on aime beaucoup, sur l'optimisme, les clés de l'optimisme, développer une attitude positive face à l'adversité. Ça, c'est un sujet qu'on aime bien parce que utile dans la vie pro et dans la vie perso. Et puis, la confiance en soi, on est plus dans le soft skills là, mais on a vu à quel point
la santé mentale peut affecter la confiance en soi et inversement. Et donc, des ateliers qui permettent à vos collaborateurs d'apprendre à s'affirmer, à renforcer leur confiance, ça peut être que bénéfique dans le cadre de l'entreprise. Voilà un petit peu pour les idées. J'espère que vous allez retenir des choses concrètes. Et je vous garde encore 5 minutes si ça vous va, parce que je vais vous faire un petit zoom sur premier secours en santé mentale. Je pense que, dites-moi dans le chat si vous connaissez cette formation PSSM. Je pense que vous allez me dire oui pour la plupart, parce que c'est vrai que ça a fait beaucoup de bruit. Aurélie, vous êtes formée. Top. Gaëlle, oui, vous connaissez. Nathalie, Cathy, non. Marion, vous connaissez, mais de nom. Top. Je vais essayer de vous détailler un peu tout ça. J'aimerais être formée, Laure. OK. Bon, on en reparle quand vous voulez. Maya, vous êtes formatrice. OK. Nathalie, pareil. Samaritain en santé mentale. Joël, je pense que du coup, c'est une spécialité suisse parce que je ne connaissais pas cet intitulé. Mais pour moi, ça doit être l'équivalent à un premier secours en santé mentale. De manière générale, il y a beaucoup de choses qui sortent là-dessus, beaucoup de formations. Ah, ça vient d'Australie. OK. Merci, Joël. Donc, alors, très rapidement, il y a une formation qui est très à la mode en ce moment, c'est Premier secours en santé mentale, PSSM, qui est développé par une association qui s'appelle Premier secours en santé mentale, qui développe ce tampon-là. C'est un cadre de 14 heures de formation avec généralement une douzaine de participants maximum. Ce qui est important dans cette formation, c'est que l'idée, c'est que votre salarié ressorte avec une espèce de boîte à outils pour être secouriste en santé mentale. De la même manière que j'ai des sauveteurs secouristes au travail, sur tout ce qui est incendie, premier secours, sécurité au travail, j'ai mes secouristes en santé mentale. Donc, super intéressant comme sujet. On va pouvoir venir former des RH, des managers, peut-être certains collaborateurs référents, etc. Cette formation, elle dure 14 heures. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette formation, elle est sur une trame qui est contraignante. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir sortir des contenus personnalisés, adaptés à votre entreprise. Vous devez vraiment respecter le contenu de l'association PSSM. Donc, ce que nous, on a fait, c'est qu'on peut à la fois vous proposer du PSSM 14 heures, donc vraiment le format classique, en s'appuyant sur des formateurs de notre réseau qui ont cette accréditation. Comme ça, vous pouvez faire du 14 heures si vous le souhaitez, si vous voulez vraiment avoir le tampon PSSM qui est intéressant pour votre entreprise. Mais si vous n'avez pas le temps de faire du PSSM parce que 14 heures, c'est trop long, nous, on vous propose des formats plus courts. Et on a développé cette formation qui s'appelle Premier repère en santé mentale, qui est une version plus courte de 3h30. Donc, c'est une version aussi qui est plus accessible, plus flexible et surtout plus facile à déployer, qui dure 3h30 plutôt que 2 jours. Donc, ça peut servir, selon nous, de pré-sensibilisation avant peut-être une formation plus approfondie, style PSSM, qui dure 14 heures. Donc, c'est idéal pour venir sensibiliser un plus grand nombre de salariés, sinon ça coûte cher de former des secouristes en santé mentale sur des gros volumes. Et un point important aussi sur notre format 3h30, on a un accent qui est mis sur la pratique avec la possibilité de venir personnaliser des situations de travail. C'est là qu'on trouve que le PSSM est parfois un petit peu contraignant. C'est que vous avez un cadre sur lequel vous n'allez pas pouvoir adapter des choses, tandis que nous, on aime bien venir personnaliser des études de cas à des situations de travail. Sur le contenu, c'est une point d'entrée sur ces sujets. Ça permet d'identifier des signes de mal-être psychique chez soi et chez les autres, et ça permet d'initier une posture aidante de base. Je sais écouter vers des relais adaptés. Et ça intègre des éléments de préservation pour soi et pour les autres, de bien-être mental. Voilà un petit peu. Est-ce que le CPF prend en charge des formations PSSM? Ça, je ne sais pas. Laure, je ne saurais pas vous dire. Ça, il faut faire la démarche. Je sais que nous, en tout cas, on n'est pas sur des formations de type CPF. On va être plutôt sur des formations financées par vos OPCO. En cours pour le CPF. OK, Maya, merci beaucoup. Je vous mets quelques exemples de contenus qu'on propose dans cette formation Repères en santé mentale. Il y a ce questionnaire qu'on aime beaucoup qui s'appelle General Health Questionnaire, qui a été développé par des chercheurs, des psychologues à la fin des années 80
et qui est aujourd'hui un des outils les plus utilisés au monde pour évaluer son état de santé mentale. Je vous encourage à le faire si vous voulez le retrouver sur Internet, General Health Questionnaire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un format très court, mais en même temps très fiable, qui en fait un outil de référence validé scientifiquement. C'est très important de réutiliser des outils qui sont validés scientifiquement sur ces sujets. Et ça explore 3 grands domaines: des symptômes d'anxiété, de dépression, des dysfonctions sociales et la perte de confiance. Donc, généralement, ce questionnaire, il permet d'identifier des personnes qui vont être susceptibles de présenter une détresse psychologique. Donc, super intéressant, sans devoir faire un diagnostic clinique. Un autre aspect de cette formation repère en santé mentale, c'est les 5 piliers du bien-être psychologique. Les 5 piliers, c'est se connecter, créer du lien, être actif, porter l'attention à l'instant présent, apprendre en continu et transmettre. Et donc là, on va donner des exemples, on va définir, etc. Et pareil, c'est documenté avec une étude de la New Economics Foundation. Dernier extrait, peut-être que ça vous connaissez parce que ça a été démocratisé par Florence Servan-Schreiber sur les 3 kiffs du jour. Ça vient des 3 blessings, les 3 bénédictions de Martin Seligman, qui est un psychologue que vous connaissez peut-être, qui enseigne à l'université de Pennsylvanie la psychologie positive. Et donc, les 3 bénédictions, c'est tout simplement le fait de se dire qu'on va essayer de concentrer son attention plutôt sur les événements positifs que sur le négatif et apprendre à les savourer. Donc, en fin de journée, on va essayer de se dire, tiens, il y a peut-être 3 choses que j'ai appréciées dans la journée. Il y a ce regard avec un passant qui a été sympa, il y a cette remarque d'un collègue ou d'un manager, et il y a ce temps que j'ai passé avec un de mes collègues à la pause déjeuner, par exemple. Donc ça, c'est intéressant, c'est des choses très simples qu'on réutilise beaucoup dans nos formations et que vous pouvez réutiliser au niveau individuel. Quelques extraits, si vous êtes intéressé par notre formation Premier repère en santé mentale ou même PSSM, vous nous dites et on peut vous envoyer un peu plus de détails là-dessus. Avant que vous vous en alliez, je vous invite à me partager vos remarques ou vos questions dans le chat. On est encore quelques-uns, donc n'hésitez pas. Et je vais vous mettre les liens utiles suite au webinaire. Donc, première chose, le lien vers le prochain webinaire. On a dit que c'était Safety Day. Et je vous mets le lien vers notre livre blanc sur la santé mentale, qui est vraiment, vraiment bien fait. Je remercie l'équipe marketing là-dessus, Aloïse et Océane. Super outil pour retrouver, pareil, des idées concrètes. Il y a plein d'idées que vous avez, que je vous ai partagées aujourd'hui. Il y en a d'autres aussi. C'est un livre blanc qui fait peut-être près de 50 pages. Et il y a un document aussi, pareil, qui a été fait par notre équipe marketing. C'est un kit RH qui est beaucoup plus court là que le livre blanc, pour passer de l'intention à l'action en 6 étapes sur la santé mentale. Ça peut être utile aussi. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Audrey. Avec plaisir si le webinaire vous a été utile. Merci, Marie. Peut-être avant que vous en alliez, je vous mets un dernier lien et puis après, j'arrête avec les liens. Je vous mets le lien vers notre chaîne YouTube. Hop. Notre chaîne Goldmap sur laquelle vous retrouverez les replays du coup de ces interventions. Merci Coralie. Hop. Bon, j'espère que ça vous a été utile. Moi, je reste encore quelques minutes si vous avez des questions. Merci Isabelle, merci Cathy. Merci Cathy de nous faire confiance aussi régulièrement sur ces webinaires. J'espère que vous apprenez des choses utiles. Hop. Et n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube. Voilà, sur les livres blancs aussi, vous retrouverez plein de choses utiles pour votre quotidien. Ouais, merci Maya. N'hésitez pas, si vous ne faites pas partie du réseau, n'hésitez pas à nous écrire et on pourra organiser un entretien avec mes collègues. Je reste encore un peu de temps si vous avez des questions. Ouais, merci Cathy, c'est sympa. Merci beaucoup. Pareil, Aurélie, super. Merci Jean-Marie. Et puis du coup, prochain webinaire, donc premier jeudi du mois de mars sur journée santé sécurité. Merci Laure, j'espère que ça vous a plu. Top. Bon, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée. Moi, je reste dispo évidemment si vous avez des questions, si vous voulez aller un petit peu plus loin. Peut-être que vous êtes déjà en relation avec certaines personnes de notre équipe
Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et sinon, vous retrouvez du coup sur notre site web, notre chaîne YouTube, l'ensemble des documents qui vous ont été partagés aujourd'hui. Et on espère que voilà, ça vous a été utile pour mettre en place des actions simples, pratiques dans votre entreprise sur les sujets de santé mentale. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir tout le monde.